Récemment, l'humanité s'est mise à projeter une vision catastrophiste de son futur. Elle nous dit que la destruction des terres habitées et exploitées par les hommes se détruisent globalement et surtout à une vitesse jamais constatée dans notre histoire géologique, dans l'histoire de la Terre. Parce que cette période, qu'on appelle l'Anthropocène, qui signifie littéralement la nouvelle époque de l'homme, eh bien, elle a pour ambition rien de moins que de définir une nouvelle époque géologique, la première depuis plus de 10 000 ans. Et elle veut aussi être une époque historique. Elle reprend donc à son compte le fameux théorème de l'accélération, celui d'Adams, qui devient, chez elle, modernité égale accélération égale anthropocène. Et cette époque serait celle justement où l'humanité est devenue progressivement, à partir justement d'une période constituée au début de la modernité, donc dans la seconde moitié du 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, et bien l'humanité est devenue à ce moment-là une force géologique, c'est-à-dire une force capable de rivaliser avec les forces de la nature, les forces incontrôlables de la nature, et même d'ailleurs de les surpasser, en modifiant le climat par exemple, au point de menacer sa propre survie future. La nature, en quelque sorte, elle est devenue inhumaine à force d'avoir été humanisée, d'avoir été travaillée par l'homme, et c'est au sein de cette époque, l'Anthropocène, qu'on conçoit la grande accélération. C'est un concept qui est introduit pour démarrer à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui finalement est là pour souligner la croissance exponentielle des nombreuses variables qui mesurent l'influence néfaste, l'impact de l'homme sur la nature. On parle par exemple de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, de la baisse de la biodiversité ou de la déforestation, de ce qu'on appelle la 6e extinction de masse des espèces vivantes. Et cette grande accélération, elle est directement liée à l'accélération technologique, à la fois des moyens de production, mais aussi des moyens de transport, des moyens énergétiques aussi, on parle du nucléaire. Et c'est une des causes principales aujourd'hui, la grande accélération de l'Anthropocène. Mais on a aussi dans certaines versions catastrophiques une fonction, celle d'un nouveau catéchone, qui serait chargé de retarder l'apocalypse climatique, on revient au temps biblique, dont l'avènement est carrément annoncé par les collapsologues. L'Anthropocène, justement, marque les limites de l'accélération technologique, et il serait au fond l'expression d'une renaturalisation du temps historique, et même le signal d'une décélération forcée. Forcée tout simplement par le péril climatique. C'est ce que défend, par exemple, le chercheur français Diego Landívar, qui travaille à l'université de Clermont-Ferrand, mais aussi plein d'autres chercheurs, parce que l'Anthropocène, c'est devenu depuis 20 ans le thème d'une littérature scientifique innombrable, proliférante, probablement la plus dynamique de toutes les sciences humaines et de toutes les sciences naturelles. Déjà justement parce qu'elle concerne la géologie, la climatologie, les sciences de la biosphère, les sciences de l'environnement, mais aussi parce que l'ensemble des sciences humaines et sociales doivent s'y intéresser pour comprendre pourquoi nous n'avons pas vu que nous allions dans le mur écologiquement parlant. Et donc c'est l'histoire de l'environnement, l'histoire des sciences et des techniques, la géographie, l'anthropologie et évidemment la philosophie qui s'intéresse au concept de l'Anthropocène. Et ce qu'on voit d'ailleurs en lisant ces travaux, pas tous, mais les plus importants, c'est qu'il semblerait en fait que nous vivions déjà dans cet Anthropocène depuis 2 siècles, parce que c'est la révolution industrielle qui a ouvert cette brèche, cette phase où l'homme a pris le pouvoir sur la nature. C'est ce que les Lumières d'ailleurs appelaient de leur vœu. Mais ce qu'on comprend aussi en regardant ces études scientifiques, c'est que nous n'y sommes pas entrés officiellement, géologiquement parlant en tout cas. Et l'Anthropocène, en fait, participe à la redéfinition de cette notion d'humanité, que certains jugent un peu surannée, un peu cucu, parce que son universalisme cacherait assez mal, ou voudrait justement cacher, les inégalités économiques, sociales, géographiques, culturelles qui existent dans un monde de plus de 8-9 milliards bientôt d'habitants, tout en redéfinissant aussi la notion de globalité, de mondialisation. Parce que, il faut englober des phénomènes qui sont quand même très divers. Il y a aussi un autre débat qui consiste à désigner les vrais responsables du réchauffement climatique et de la destruction de la nature. C'est un combat qui donne lieu à une catégorisation, même des catégories alternatives, qui sont très spécifiques, très ciblées. Il y a par exemple l'Anglocène, qui dit que les Anglais du 19e siècle sont les fautifs de l'Anthropocène.
Il y a le capitalocène qui vise le capitalisme, les capitalistes. Le carbocène qui vise l'usage du charbon, qui, vous le savez, est encore majoritaire pour produire de l'énergie dans la première économie mondiale, la Chine, ou qui a été réactivé en Allemagne très récemment, alors qu'ils veulent arrêter le nucléaire. Il y a l'industrialocène, qui vise la révolution industrielle, on en a parlé. Le molismocène, c'est plus compliqué celui-là, on dirait un Pokémon, qui vise la consommation de masse et les déchets qu'elle engendre. Il y a aussi l'occidentalocène, bien sûr, qui vise l'Occident. Le plantationocène, qui vise l'agriculture, la déforestation et même les plantations coloniales. Et, je m'arrête là parce que sinon on y passerait la nuit, le technocène, qui vise la technique, le progrès technique. Parce que, au fond, l'anthropocène se veut comme une nouvelle théorie critique de l'histoire. À moins d'ailleurs que ce ne soit carrément un nouveau grand récit, l'après-chute du mur de Berlin, qui serait destiné à légitimer tous les projets de géo-ingénierie, c'est-à-dire de domination de la planète. C'est un programme idéologique pour certains, c'est sûr, dans la Silicon Valley par exemple. C'est aussi un mythe qui soutient une idéologie soi-disant progressiste. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce grand récit a, quoi qu'il arrive, sa propre téléologie. Elle tient en 3 étapes. D'abord, l'âge industriel, celui où l'humanité s'est mise à polluer massivement la nature et à modifier, sans le savoir au départ, ses grands équilibres. Ça, c'est entre 1800 et 1945, on va dire que c'est avant Hiroshima. Et puis ensuite, c'est la grande accélération, justement, celle où tous les facteurs de risque explosent. Les courbes sont exponentielles, à savoir la démographie, la consommation d'énergie et la pression sous toutes ses formes de l'homme sur l'environnement. On estime que cette grande accélération date de 1945 à 2015. Parce que en 2015 s'ouvre une nouvelle phase, celle où l'homme, vous, moi, nos enfants, nos parents, ont pris conscience du problème. Et où on se dit qu'en fait, eh bien, on doit collectivement et individuellement devenir les gardiens de la Terre. Un peu les Caïns de l'époque. C'est évidemment l'application de la faisabilité de l'histoire et de son accélération, avec l'idée que l'homme, en fait, fait l'histoire de la nature, un peu comme un agent géologique, un peu comme un dieu, en fait, qui pourrait modifier les écosystèmes et le climat à un rythme toujours plus soutenu, en faisant ou en ne faisant pas telle ou telle action. Seulement, ce récit obéit, en fait, au schéma classique de l'ironie de l'histoire, qui veut que le processus échappe à un moment à ses auteurs et finisse par se retourner contre lui, un peu un effet Pinocchio. Et au lieu de servir finalement une finalité supérieure par le jeu d'une ruse de la raison, eh bien cette histoire risque de se terminer par la désolation, par la mort, du moins si rien n'est entrepris pour échapper à cette issue funeste, pour prendre une grande bifurcation. C'est tout le pitch, vous savez, du film à succès Don't Look Up, qui a fait grand bruit parce qu'il parle justement de scientifiques que la société du spectacle n'écoute pas du tout avant qu'une comète vienne tuer l'existence des hommes sur Terre. Et la fin d'ailleurs de l'histoire, ça devient la fin de la nature, au sens du grand effondrement, du great collapse des collapsologues. Et on peut dire que ce concept de l'anthropocène a commencé dans les années 80, au moment où l'International Geosphere-Biosphere Program a commencé à étudier le rôle des activités humaines dans les changements globaux qui commençaient à être observés à l'échelle de la planète, c'est-à-dire la concentration des gaz à effet de serre, le trou dans la couche d'ozone ou la désertification par exemple. Et en février 2000, lors d'un colloque qui a été organisé justement par ce programme au Mexique, on voit le prix Nobel de chimie, Paul Crutzen, un grand spécialiste de la couche d'ozone, se lever et s'écrier devant la salle « Arrêtez de parler d'Holocène ». L'Holocène, je fais une parenthèse, c'est le nom de l'ère géologique dans laquelle nous vivons et qui représente les 11 000 dernières années quand même. Arrêtez de parler d'Holocène, nous dit Crutzen. Nous n'y sommes plus. Nous sommes, et là il cherche son concept, nous sommes dans l'anthropocène. Et dans la foulée, il va publier un article pour déposer d'une certaine manière ce concept. Et 15 ans plus tard, après déjà de nombreuses recherches, en 2015, la revue Nature, une revue de référence, va consacrer un dossier complet, un dossier spécial sur la définition justement de ce concept d'anthropocène qui s'appelle The Human Epoch. On considère que c'est le moment où le monde entier est au courant, c'est que nous vivons un moment où l'humanité peut disparaître à cause de la planète qui s'érode. Et entre-temps, il y a un groupe de travail qui a été créé sur l'anthropocène en 2008, dans un but très précis, celui de réunir les preuves susceptibles de faire de l'anthropocène une nouvelle époque géologique, pas seulement une nouvelle époque historique. Pour être plus précis, l'anthropocène englobe les phénomènes associés à l'altération par les activités humaines des conditions et des processus sur Terre, à savoir l'érosion et le transport des sédiments liés à l'urbanisation et à l'agriculture,
mais aussi des perturbations anthropiques des cycles d'éléments tels que le carbone, l'azote, le phosphore et divers métaux, ainsi que de nouveaux composés chimiques. Mais aussi les changements environnementaux qui sont générés par ces perturbations, et donc le réchauffement climatique. Mais aussi la montée du niveau des mers, qui va créer une nouvelle migration, l'acidification des océans, qui va tuer des citoyens qui vivent de la mer, et la propagation de zones mortes océaniques. Pour dater le démarrage de cette période, on a tout un débat long, profond entre les géologues et les sciences humaines et sociales. Le premier qui a posé une date de démarrage, c'est Paul Crutzen. Il propose la fin du XVIIIe siècle parce que ses analyses de l'air emprisonné dans la glace polaire montrent que c'est à ce moment-là que la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, le méthane et le dioxyde de carbone, ont commencé à augmenter. Elle coïncide pile avec la mise en œuvre de nouveaux procédés technologiques au moment de la révolution industrielle, à savoir l'invention de la machine à vapeur, l'extraction et la consommation massive des énergies fossiles, mais aussi la déforestation ou l'agriculture intensive. Et en face de lui, un groupe de travail sur l'Anthropocène s'est formé. Lui, il ferait commencer l'Anthropocène avec justement la grande accélération. Et il a décidé en 2016, ce groupe de travail, lors du congrès international de la géologie, de la dater à 1950. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'accélération de ces multiples changements qui produit cet effet, et qui le produit en profondeur. Des effets sur les espèces animales, sur les espèces végétales, qui n'ont plus le temps de s'adapter aux modifications de leur environnement. Et ces modifications ne sont pas induites par le progrès, elles sont induites par l'homme d'abord. Aujourd'hui, on voit que l'échelle de temps des changements est trop courte et trop rapprochée pour que les mécanismes de l'évolution naturelle, continuent de fonctionner efficacement. C'est comme si le vivant évoluait trop lentement pour survivre de nos jours. Cette course en avant, en fait, c'est celle de l'opulence, celle que nous a permis la découverte et Cette course en avant, c'est celle de l'opulence, celle que nous a permis le pétrole, sa découverte et son exploitation. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une seule goutte de pétrole représente une force, une énergie considérable. Et en plus, on peut la déplacer très facilement, on peut la produire, le pétrole, de manière pilotée, sans alternance. C'est un produit miracle pour le développement économique, technique et capitaliste. En 1980, un sociologue, un spécialiste de l'environnement, William Catton, a carrément élaboré un concept, celui de l'homo colossus, pour pointer notre dépendance grandissante vis-à-vis de ces énergies fossiles, et il l'a fait juste après la publication du principe responsabilité d'Hans Jonas, où il dressait le portrait de l'humanité en Prométhée, définitivement déchaînée, et où il posait d'ailleurs les fondements de l'écologie politique. 2 ans avant la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm et la création du tout premier parti écolo au Royaume-Uni. C'est aussi celle de l'impérialisme, avec les anciens pays colonisés comme l'Inde, qui voient aujourd'hui l'Anthropocène comme un régime d'historicité cruel et injuste parce qu'il menace de bloquer leur développement, alors même qu'eux n'ont pas pris part au siècle dernier aux émissions historiques des gaz à effet de serre, qui, au fait, ont eu lieu tout au long du XIXe siècle déjà. La question normative de la fixation du commencement de l'Anthropocène, c'est aussi un enjeu politique majeur, parce que la définition d'une date qui serait précoce normaliserait le changement environnemental global, alors que convenir d'une date qui serait ultérieure à la révolution industrielle attribuerait en fait la responsabilité historique, éthique, politique des émissions de gaz à effet de serre à certains pays ou certaines régions du monde en particulier. D'ailleurs, l'anthropos qui figure dans Anthropocène n'est pas le même partout dans le monde. On ne peut pas comparer dans les pays du Nord et dans les pays du Sud le rapport à l'environnement. Les pays du Nord, d'ailleurs, ont saisi le caractère très inégal des dommages commis et subis en finançant déjà massivement la transition écologique des pays du Sud. Mais il faut aussi le voir vers le futur, parce qu'il y a des décisions politiques qui doivent être prises. Et on a un groupe aujourd'hui, les géo-ingénieurs, qui sont financés massivement, qui sont menés par exemple, Elon Musk, qui veulent carrément prendre le contrôle du système Terre dans un projet dément et tyrannique, je trouve, qui vise à continuer l'emprise, la domination totale de la nature par l'homme au prétexte d'améliorer la vie des populations. Comment ? En régulant le climat sur Terre.
Dans leur esprit, c'est même le propre de toute espèce vivante que de modifier son environnement, et ils nous rappellent, les géo-ingénieurs, qu'il est déjà arrivé qu'une espèce en détruise beaucoup d'autres. Cette espèce, c'était les algues bleues, ce qu'on appelle les cyanobactéries. Et elles ont modifié fondamentalement la composition chimique de l'atmosphère il y a 2,4 milliards d'années, en y libérant énormément d'oxygène par le principe de la photosynthèse. On appelle cette période la grande oxydation. Et c'est elle qui a provoqué l'extinction de la plupart des autres espèces. Alors, quel doit être le moment de bascule entre l'Holocène et l'Anthropocène? Est-ce qu'on parle de l'extinction de la mégafaune 50 000 ans avant notre ère, ou du pic de radioactivité dû aux essais nucléaires en 1964? Est-ce qu'on parle du développement de l'agriculture, de l'élevage, de la déforestation et de l'usage du feu autour de 8000 avant Jésus-Christ, ou est-ce qu'on parle de l'invention de la machine à vapeur en 1784? Certains parlent même de 1610, quand le plancher de CO2 atmosphérique, qu'on baptise l'Orbis Spike, a été atteint sur Terre grâce à l'extermination des Indiens d'Amérique et aux maladies infectieuses qui ont été rapportées en Europe. Et au fond, s'interroge à juste titre Christophe Bouton, que penser d'une époque dont le commencement est à ce point indéterminé? Et cette querelle des origines semble sans fin, parce qu'en géologie, un intervalle de temps, qu'il s'agisse d'un néon, d'une ère, d'une période, d'une époque ou d'un âge, est défini par un événement majeur, un événement qui a affecté l'ensemble du globe terrestre au même moment. Et pour cela, il faut trouver une trace durable. Ces traces, elles se trouvent dans les sédiments, ce qu'on appelle un golden spike, un clou d'heure, une marque d'un passé futur, qui nous montre qu'à un moment précis du passé, et bien dans cette trace observable, pendant des centaines de milliers, voire des millions d'années, nous pouvons retrouver sa composition. Et si on observe, par exemple, l'augmentation des gaz à effet de serre dans des bulles d'air qui sont emprisonnées dans des carottes de glace polaires, eh bien, ces changements se sont faits sur des siècles, peut-être même sur des millénaires, et pas à une date précise, surtout pas dans le monde entier. Ce qui empêche la mesure de la concentration dans l'atmosphère, par exemple, du carbone 14, c'est qu'elle s'explique par la combustion de carbone fossile sur Terre. Donc, le démarrage de l'Anthropocène, si on les écoute, dépendrait de cela. Sauf que la durée de vie naturelle du carbone 14 ne peut pas excéder 50 000 ans. Ce qui veut dire que nos arrière petits-enfants n'auront plus ce clou d'heure pour démontrer, pour prouver le début de l'Anthropocène. Et cette discordance entre la rapidité à laquelle la notion d'Anthropocène s'est diffusée, s'est imposée en une vingtaine d'années, et la lenteur du parcours qui vient valider une nouvelle périodisation en géologie, n'est pas prête de se résorber. Par exemple, l'Holocène, la période dans laquelle nous vivons officiellement, elle a été proposée en 1833 avant d'être confirmée comme nomenclature en 1967. Il faudra donc, pour officialiser l'Anthropocène comme une époque géologique, qu'on réduise drastiquement la portée sémantique du concept, et donc qu'on évacue à la fois ses significations économiques, mais aussi géopolitiques, et principalement son lien intrinsèque avec l'accélération de l'histoire. Ce que l'on sait pourtant, c'est que l'Anthropocène est la première époque, la première période où le clivage entre histoire humaine et histoire de la nature aurait disparu. C'est en tout cas la thèse qui a été portée en 2009 par l'historien Dipesh Chakrabarty. Et il démontre que le mouvement de l'histoire humaine a vu son tempo augmenter au point d'entraîner pour la première fois avec lui l'histoire de la nature. Pour le montrer, il repart d'une idée ancienne formulée dans la première moitié du XVIIIe siècle, l'idée de Vico. Et selon l'idée de Vico, eh bien, les hommes peuvent mieux connaître l'histoire que la nature pour une raison simple, c'est qu'ils ont fait l'une, l'histoire, et pas l'autre, la nature. Et lors de la Révolution française, une nouvelle catégorie historique fait son apparition. C'est ce qu'on appelle la disponibilité de l'histoire, ou la faisabilité. Elle s'adosse à un tout nouveau principe, selon lequel les hommes peuvent, et même doivent, dans certaines limites bien sûr, faire leur propre histoire. Cette invention de la modernité, eh bien, elle rend l'histoire faisable, et elle a perduré tout au long du 19e et du 20e siècle, puisque l'homme s'est, à ce moment-là, déclaré maître et possesseur de la nature. Dès 1778, Buffon constatait que la face entière de la Terre portait déjà l'empreinte de la puissance de l'homme. Seulement, cette emprise, elle restait cantonnée à la surface cultivée du globe. Elle ne pouvait pas atteindre ni ses hauteurs, ni ses profondeurs. Aucun homme à l'époque, pas même Napoléon, ne se serait imaginé capable de modifier des processus géologiques ou météorologiques
qui régissaient encore la planète et vis-à-vis desquels ils ne sont qu'une force insignifiante. On admet d'ailleurs encore que l'homme soit soumis aux aléas de la nature à l'époque, et pas encore l'inverse. Kant parle même d'une destruction possible de l'humanité par un cataclysme naturel, une hypothèse que le tremblement de terre géant qui a eu lieu à Lisbonne en 1755 rendait à l'époque crédible. Hegel parle aussi de l'action de la nature sur les hommes dans sa philosophie de l'histoire. Et là, il s'inspire en grande partie de Montesquieu pour décrire l'influence du climat sur les peuples, sur leur caractère, mais dans le sens d'un rôle bénéfique, le rôle des mers, des fleuves, des reliefs. C'est le fameux topos grec. Sauf que Hegel sait à son époque que la Terre a une très très longue histoire, bien antérieure à l'apparition des hommes, et que cette histoire est marquée par des catastrophes gigantesques, des révolutions qui ont bouleversé le relief écologique et les règnes animaux et végétaux. Pourtant, à l'époque, personne ne pense que les hommes peuvent, d'une manière ou d'une autre, influencer le climat, influencer la géographie même d'un pays, alors imaginez bien de la planète. Pour eux, l'histoire de la planète, elle s'est immobilisée en une configuration stable avec ses océans, ses continents, ses montagnes. Et c'est cette configuration stable qui a permis l'apparition et le développement de l'espèce humaine. La nature a donc eu une histoire, mais pour Hegel, elle n'en a plus. Et il envisage pourtant, en citant le fameux « la terre et les cieux passeront » de la Bible, il envisage, Hegel, la destruction de la terre, mais à une échelle de temps qui serait si éloignée qu'elle ne concerne aucunement notre histoire, notre époque. Marx, lui, va souligner la relation réciproque entre la nature et l'histoire. Dans sa critique du matérialisme de Feuerbach, en passant des arbres fruitiers qui ont été transplantés en Europe par le commerce, celui des Romains il y a quelques siècles, comme si, je cite Marx, l'homme ne se trouvait pas toujours en face d'une nature qui est historique et d'une histoire qui est naturelle. Et il nous dit que l'histoire humaine, elle est dite naturelle parce qu'elle présuppose la nature comme sa condition fondamentale. Et que la nature, elle est dite historique parce qu'elle est incluse dans les cycles du commerce, les cycles de l'industrie, des déplacements des hommes. Et c'est ce que Marx appelle le devenir homme de la nature. Seulement, l'idée que les hommes puissent exploiter les ressources naturelles ne signifie pas, pour Marx et en son temps, qu'elles soient sous leur emprise. Koselleck, d'ailleurs, parle de temporalisation de la nature pour qualifier ce moment précis de la seconde moitié du XVIIIe siècle où un nouveau concept d'histoire naturelle ou d'histoire de la nature apparaît. Ce concept, il comprend la nature comme un processus dynamique. Et il vient remplacer l'histoire naturelle, c'est-à-dire la classification des êtres naturels. C'est cette conception qu'on retrouve d'ailleurs dans l'histoire générale de la nature et la théorie du ciel de Kant. On la retrouve aussi chez Buffon, on en parlait, dans les époques de la nature. Buffon, il évalue d'ailleurs à l'époque l'âge de la Terre, à la fin du XVIIIe siècle, à 74 000 ans. Ça vous semble très peu, puisque maintenant nous le savons, mais à l'époque, c'est bien au-delà des 6 000 années qui étaient en vigueur et qui avaient été calculées de mémoire d'homme à partir de la succession des générations dans l'Ancien Testament. Et surtout, il ne fait apparaître l'homme, Buffon, que dans sa 7e et dernière époque. On retrouve cette approche dans les travaux de Nassim Mzalag, qui voit Dieu comme un métallurgiste en plein âge de fer avant l'extraordinaire révolution du cuivre. Et cette histoire, qui n'est faite par personne depuis des temps immémoriaux, va créer un sentiment d'impuissance et d'écrasement de l'homme face à la nature, qui ne s'accompagne d'aucune élévation à l'infinité de la raison, comme dans l'expérience kantienne du sublime, ou comme dans celle que vous avez pu faire en vous retrouvant dans un théâtre antique, d'une forme de sérénité, de conscience de la puissance, et en même temps de conscience de votre minuscule entité. Et ce clivage entre l'histoire naturelle et l'histoire humaine, ça devient une question d'échelle de temps et de tempo. Parce que le temps de la nature, il est évidemment bien plus long, bien plus lent que celui des activités humaines. Il est plus humble, paradoxalement. Diderot va même reformuler l'opposition entre l'art et la nature en termes de vitesse, dans son interprétation de la nature qui est parue en 1754. Je le cite. « La nature est opiniâtre et lente dans ses opérations. S'agit-il d'éloigner, de rapprocher, d'unir, de diviser, d'amollir, de condenser, de durcir, de liquéfier, de dissoudre, d'assimiler, elle s'avance à son but par les degrés les plus insensibles. L'art, au contraire, se hâte, se fatigue et se relâche.
La nature emploie des siècles à préparer grossièrement les métaux. L'art se propose de les perfectionner en un jour. La nature emploie des siècles à former les pierres précieuses. L'art prétend les contrefaire en un moment. Et ce sera ensuite, dans la foulée, le romantisme contemplatif, qui veut au fond épouser le rythme de la nature, peut-être même sa volonté, son rythme inarrêtable, mais lent. Puis on connaît la distinction de Braudel entre l'histoire quasi immobile de la nature et l'histoire lente des processus économiques et sociaux, qui tranche avec l'histoire rapide des événements politiques, c'est-à-dire ceux qui peuvent être faits et influencés par les hommes. Il faut des centaines de milliers d'années au moins, nous dit Braudel, pour que change un environnement, alors que quelques siècles, quelques dizaines d'années suffisent pour transformer une société humaine. L'Anthropocène en est la preuve. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de la nouvelle histoire des idées d'Alain Blondy. C'est mon ancien professeur au CELSA, grand spécialiste de Malte et de la Méditerranée, qui raconte dans un seul bouquin comment ces transformations se sont déroulées dans le détail et dans une chronologie précise. Il le raconte en plus avec beaucoup de saveur. Seulement, le concept d'Anthropocène y débarque et il fait voler en éclats ce clivage en nous disant que l'histoire naturelle, elle est devenue elle aussi faisable par les hommes. Son échelle de temps s'est resserrée au point de coïncider partiellement avec celle de notre histoire, de l'histoire humaine, celle dans laquelle elle a fait brutalement irruption, tel un nouvel événement, un attentat, comme si les couches profondes du temps géographique étaient remontées à la surface par un phénomène de surrection, d'insurrection, si vous voulez. C'est comme ça que nous le présente Christophe Bouton. Et si l'Anthropocène arrive, c'est pour bouleverser le temps politique des sociétés. Un temps politique qui n'est plus adapté à la réponse au conflit écologique. Et ce temps, d'ailleurs, elle l'a même dépassé. Parce que si on considère la lenteur des États à réagir justement à ce problème de réchauffement climatique, on voit que le réveil de la nature, qui déplace ces frontières entre l'histoire humaine et naturelle, eh bien, il voudrait que la frontière entre les deux, elle ait complètement disparu. Le regretté Bruno Latour parlait même d'une fusion au sein d'un nouveau régime climatique, où l'ancienne distance entre l'arrière-plan et le premier plan aurait complètement fondu. C'est pour lui l'histoire humaine qui paraît aujourd'hui froide, alors que l'histoire naturelle est en train de prendre une allure frénétique. C'est sur ce constat qu'est venue se greffer la thèse de la fin de la nature, au sens de la fin du grand partage et de la déségrégation de l'ancien format nature-culture chez lui. Bouton considère, lui, l'Anthropocène comme une convergence, comme un entrelacement des deux histoires, humaine et naturelle, mais pas comme une fusion irréversible. Il admet, Christophe Bouton, que les catégories de faisabilité et les catégories d'accélération ont pu être appliquées à l'histoire de la nature pour la première fois grâce à l'Anthropocène. Mais il dit aussi que cette manière de penser a été rendue possible justement par des mutations historiques de fond, dont les progrès technologiques qui ont repoussé sans cesse les limites de la faisabilité en transformant toujours plus la nature. C'est la fameuse grande accélération. C'est elle qui a rendu possible l'Anthropocène, qu'elle veut régler. Et ici, d'ailleurs, Bouton, Michelet, qui voyait dans l'histoire rien d'autre qu'une lutte de l'homme pour se libérer de la nature. Michelet nous disait « Ce qui doit nous encourager dans cette lutte sans fin, c'est qu'au total, l'un ne change pas et l'autre change et devient plus fort. La nature reste la même, tandis que chaque jour, l'homme prend quelque avantage sur elle. La nature, pour Michelet, c'est un défi dans le combat des hommes pour la dominer. C'est un appel au dépassement de soi. Et lorsque l'homme modifie la nature, eh bien, il lui communique sa propre histoire. Il la met d'une certaine manière en mouvement, comme si l'accélération technique, puis la grande accélération, allait entraîner dans sa course folle l'histoire de la nature. Bouton rappelle d'ailleurs que 25% des zones émergées sont encore préservées de la marque de l'homme. Il nous rappelle aussi que les processus relatifs à la tectonique des plaques, à la dérive des continents, au noyau terrestre ou même au mouvement de la Terre autour du Soleil sont encore indemnes de l'activité humaine, parce que l'homme a encore quelques limites.